Excellencies, ladies and gentlemen, I have the pleasure to welcome you to this side event on new technologies for the safeguarding of cultural heritage, during which we will have the pleasure to present to you the case of Aleppo with our sister agency UNITAR, the United Nations Institute for Training and Research, with whom we are jointly preparing a publication on the assessment of damages in Aleppo through satellite imagery in the framework of their flagship program UNOSAT, which is the Operational Satellite Applications Program. And also with Econem, a technology company specialized in 3D documentation of cultural heritage at risk, with whom UNESCO started working 5 years ago in the Bamiyan Valley in Afghanistan, later in Herat, and more recently in Iraq and in Syria. We are very much honored to be joined for this side event by the UNESCO Director General, Mrs. Irina Bokova. Madam Director General, I have now the pleasure to give you the floor to open our side event. Thank you very much. Thank you very much, Mechthild. Mr. Einar Bjorgo, UNOSAT manager, Mr. Yves Hubelmann, president and co-founder of Econem, excellencies, distinguished members of the committee, ambassadors, representatives of different countries. I'm happy that we could come here today for this so important event. We know that cultural heritage has always been a victim of conflict, but in recent years, we have witnessed unprecedented systematic attacks on culture as a weapon of war and as a war crime. This deliberate destruction of heritage, combined with the persecution of individuals on religious and cultural grounds, is part of a global strategy that I have defined as cultural cleansing. When culture is under attack, we need to fight back. I believe we can at several levels. On the ground, in Timbuktu, UNESCO has helped communities recover and rebuild their heritage as a legacy. At the operational level, UNESCO adopted a new strategy for the reinforcement of its action for the protection and promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict. And at the political level, UNESCO worked to ensure that cultural heritage protection is fully integrated into security and humanitarian responses to conflicts. The United Nations Security Council adopted in March this year the Resolution 2347, the first United Nations Security Council resolution to focus entirely on cultural heritage protection and its link to peace. This, I believe, is a historic shift which bears witness to the clear understanding that protecting cultural heritage is more than simply a cultural issue, a cultural concern. It is a peace and security imperative. The use of new technologies is clearly at the heart of the equation. Together with our sister agency, UNITAR, as well as with Econem, we have been working across the board, providing evidence on the destruction of heritage, sharing knowledge and expertise with all partners, with journalists, with decision makers. We will soon publish the UNESCO UNOSAT report dedicated to one of the most devastating World Heritage Sites today, the ancient city of Aleppo. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a un mariage possible entre le patrimoine culturel qui nous a été légué par les siècles et les dernières innovations dans la technologie. La technologie ne remplace pas le patrimoine et l'authenticité millénaire des sites doivent nous inviter à la plus grande prudence, à la plus grande, je dirais, modestie devant les innovations d'aujourd'hui, qui seront peut-être remplacées par celles de demain. Pour autant, les nouvelles technologies,
L'imagerie numérique, les 3D, représentent des outils merveilleux de documentation, de compréhension et de mise en valeur du patrimoine. Nous devons capitaliser sur leur potentiel, tous ensemble, ingénieurs, historiens, gouvernements, organisations, pour inventer la conservation du futur. À Palmyre, Atra, Nimrud, Khorsabat, Sanaa ou Cyrène, les images satellites qu'UNOSAT nous a procurées nous ont permis de suivre et de dater les dommages sur les sites inaccessibles. Elles permettent de gérer des données à une échelle inédite et de rendre compte des dégâts avec une précision inégalée, bâtiment par bâtiment, pierre par pierre. À cet égard, je souhaiterais remercier le gouvernement de la Norvège qui finance UNOSAT pour ce travail. D'autre côté, les images qu'Iconem produit sur les sites documentés nous permettent également d'accéder rapidement à une multitude d'informations et de renouveler l'interprétation des sites. Ce travail a fait l'objet d'une exposition intitulée « Sites éternels » que j'ai eu le grand plaisir d'inaugurer avec le président François Hollande au Grand Palais à Paris en décembre dernier. C'est un nouveau champ d'expertise qui s'ouvre devant nous, au service du patrimoine, au service des peuples, et je suis heureuse de cette occasion d'en présenter quelques-unes des avancées dans le cadre de cette session du Comité du patrimoine mondial. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. I would like now to turn to Mr. Einar Bjorgo from UNOSAT. You are UNOSAT's manager. UNESCO developed a very strong partnership with UNOSAT in the last 2 years, where you helped us to assess damages in conflict areas and at cultural sites that were inaccessible, and most importantly, compare new images to previous ones. Could you please tell us in detail how can satellite imagery be used for cultural heritage documentation? Thank you very much. Madam Director General, Madam Director, Excellencies, ladies and gentlemen. Satellite imagery is a fantastic tool for humanity. Cultural heritage is absolutely fundamental in this regards. Cultural heritage is global. Satellite images can be collected from anywhere in the world, globally. So it only makes sense to put this technology to use for the protection of cultural heritage. The information that satellites can provide are basically coming out of photos, so objective information, if you like. Then, together with that, goes scientific analysis in order to provide UNESCO and also other stakeholders with clear and timely information. We can cover very large areas. We can cover large areas of natural cultural heritage sites. We can also cover areas, and this is important, where there is currently no access due to conflict. So that means that we are able to still know what goes on the cultural heritage sites that we do not have physical access to. That information, in turn, can be used to plan field assessments as soon as we have that possibility of going to the field. And this is what, for example, our partners from Iconem have done in Aleppo, which you will soon see. Another important aspect of the using satellite imagery, the example you see here is from the citadel of Aleppo. This is taken in 2010. So with satellite imagery, you can also time travel. You can see what the situation looked like several years ago.
and we can have regular updates. So by following changes over time and then comparing the same place at a later date, this image was taken on the 20th of February 2017, just a few days after hostilities ended in Aleppo. Zooming in a little bit to part of the citadel, looking at what you see in blue to the right on your slide, the barracks of Ibrahim Pasha. We also can see the Great Mosque and the North Wall section. This is how it looked like in 2014. Comparing that to 20 February of this year, we can then use this information to see what has happened. What damage happened to both the barracks, to the Great Mosque and the North Wall section. This information becomes very important when you want to ensure timely information is made available. We recently did this also over the Al-Nuri Mosque in Mosul, which an image was taken the day after the destruction of the mosque. The image was analyzed the same day and information was sent to UNESCO on that same day, providing very timely information. I'm now passing the floor to my colleague at ICONEM. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Monsieur Yves Hubelmann, architecte et fondateur d'ICONEM, qui travaille actuellement en Afghanistan, Syrie et Irak, et développe aussi des projets en Libye et au Yémen. Monsieur, vous étiez sur le terrain en Syrie, dans l'ancienne ville d'Alep, avec des équipes de la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie, la DGAM, pour effectuer un premier relevé général de la ville en 3D, dès que la situation a permis d'y accéder. Comment arrivez-vous à gérer dans l'urgence cette digitalisation et à établir une évaluation des dommages à l'échelle de toute une ville? Pourquoi est-il si important d'y travailler au plus vite? Alors d'abord, merci à Madame la directrice de nous donner l'opportunité de s'exprimer. Bonjour Mesdames et Messieurs. Alors notre méthode en fait que l'on développe depuis 5 ans avec l'entreprise ICONEM est très complémentaire de la méthode du NOSAT. Dès que disons le terrain redevient accessible, c'est très utile de pouvoir amener des équipes sur le terrain pour pouvoir documenter les destructions. Alors on prend la mesure des destructions à Alep justement en allant sur place. En se promenant dans Alep, on voit effectivement les kilomètres et les kilomètres de destruction. Alors là vient une question méthodologique. Comment peut-on faire techniquement pour mesurer ces dégradations? Alors nous, on fait effectivement appel à une nouvelle technologie qui nous permet de travailler à différentes échelles. Donc en utilisant des drones, on peut effectivement couvrir la zone entière en fait de la vieille ville pour faire un premier état des lieux à l'échelle urbaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les mêmes méthodes, en faisant justement une documentation photographique à terre, on peut également avoir des relevés beaucoup plus précis qui nous permettent effectivement de comprendre l'état de l'architecture et l'état des détails en fait des monuments eux-mêmes. Alors on essaye de travailler à ces différentes échelles en même temps, et l'enjeu c'est de pouvoir justement regrouper toutes ces informations dans un même système, dans une même documentation 3D en fait que je vais présenter là. Donc la couverture avec les drones nous permet déjà d'identifier les types de destruction. Il peut y avoir des destructions par des bombardements, il peut y avoir des destructions par des
explosions souterraines. Donc cette approche un peu innovante, on l'a développée avec la DGM, hein, qui est la Direction Générale des Antiquités et des Musées, en fait, en partenariat très, très serré. Et donc, on a pu, avec ces équipes, justement, reconstituer un plan général d'Alep sur des zones qui sont complètement détruites, sur des zones qui sont très peu accessibles parce que le bâti est très très dense, par exemple, comme ici, hein, et qualifier les différents types, en fait, de destruction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc on a créé une base de données de milliers d'images. Donc là, vous voyez en fait en rouge, effectivement, c'est toute la trajectoire du drone en fait qui a couvert l'ensemble de la vieille ville. Hein. Et donc toutes ces informations sont accessibles à partir d'une base de données en fait où on peut accéder et voir effectivement toutes ces images. Là, par exemple, on va zoomer vers la citadelle. Et donc tous les petits points rouges en fait correspondent à une image qui va décrire la destruction, enfin les destructions, les dommages à ces endroits. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des nouvelles techniques de traitement d'imagerie, on peut, à partir de ces données-là, donc de ces données drones, reconstituer en 3 dimensions les espaces. Notamment, regardez, là, ça c'est une reconstruction 3D de la citadelle, qui nous permet effectivement d'avoir une cartographie à la fois très fine et complètement exhaustive en fait de toutes les destructions. Alors là voilà par exemple on a une image de la citadelle, donc ça c'est une image du modèle 3D qui nous permet de voir mur par mur, pierre par pierre en fait les destructions. Un petit peu plus loin on peut aller, là on est sur le minaret par exemple, donc l'avantage c'est que le drone peut également s'approcher en fait des différentes structures détruites et nous permet d'avoir des relevés aussi assez précis, vraiment pierre à pierre quoi. Après, sur Alep, on a eu une autre difficulté. En fait, on a plein de zones qui ne sont pas visibles du haut, hein, visibles de manière aérienne, et notamment tous les souks, en fait. Et donc, on s'est trouvé sur le terrain déjà à lancer donc cette grande cartographie avec des drones, mais cette cartographie nous a permis aussi de détecter les zones qu'il fallait traiter au sol de manière prioritaire, des zones qui n'étaient pas forcément accessibles par les vues aériennes. Et donc on a commencé à travailler sur les souks, hein, les souks qui ne sont pas visibles en partie haute et qui posent un problème parce que les souks sont très sombres. Hein, ils ont été brûlés, certaines fenêtres ont été bouchées et du coup on a construit un système en fait d'éclairage mobile qui nous a permis du sol de relever ces souks. Là, vous voyez par exemple, c'est un modèle 3D, ce que vous voyez en haut. C'est un modèle 3D des souks avec toutes les boutiques, vous voyez sur les côtés en fait, et au centre, l'allée centrale. Et en dessous, vous voyez effectivement des vues à l'intérieur de ce modèle. Donc les vues que vous voyez, c'est pas les vues du souk telles qu'on le voit aujourd'hui, qui sont en général très sombre, c'est les vues du modèle 3D qui a pu être reconstruit grâce à ce dispositif de lumière d'éclairage mobile. Voilà. Vous en avez une autre image où on voit effectivement toutes les voûtes des différents souks et on voit l'état en bas effectivement grâce au modèle 3D. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement toute cette analyse, disons à l'échelle précise et architecturale, on peut la recontextualiser dans l'ensemble en fait de la cartographie 3D. Le modèle 3D après, on peut effectivement en faire des sections. Donc là, on a une section verticale qui nous permet de voir tous les détails, la structure architecturale et de voir si les voûtes, par exemple, ont bougé, si des voûtes menacent de tomber. Hein. Donc là, dans ce cas-là, heureusement, les structures sont saines. On peut aussi faire des coupes horizontales pour voir effectivement tous les détails des fragments, des blocs de destruction en fait qui sont présents sur le sol et qui ne sont même pas visibles en fait quand on visite les souks parce que les souks sont trop sombres en fait. Hein. Donc on peut en faire des cartographies, des plans de cette manière. Là c'est un plan d'une voûte par exemple. Et sur la longueur de la voûte centrale, en fait, on peut voir effectivement tous les détails de destruction
et pouvoir les cartographier, les localiser en fait dans l'ensemble du plan de la ville. Là, c'est une section du souk de manière verticale en fait, hein, et on voit effectivement pierre par pierre en fait ces destructions sur le site. Alors c'est important. Donc là, on a une vidéo en fait qui nous montre, voilà, l'intérieur du modèle 3D. Mais alors cette vidéo, c'est un modèle 3D qui peut être utilisé par les archéologues, qui peut être utilisé par les architectes et qui est aujourd'hui utilisé justement par les architectes de la direction archéologique des musées syriens. Donc ce qui est intéressant, effectivement, on va pouvoir maintenant avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus précise de l'état des bâtiments. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la rapidité de ces relevés, parce qu'en simplement 3 jours, on a pu faire à la fois la couverture aérienne, mais aussi la couverture au sol, en travaillant de manière très serrée justement avec les équipes des antiquités. Et ça va nous permettre effectivement de pouvoir partager ce corpus à l'ensemble de la communauté des experts. Voilà. Merci beaucoup Yves, c'est vraiment très impressionnant, toute la nouvelle technologie. Einar, I think assessing damages is very crucial for planning any restoration strategy at these sites. So could you please tell us how can 3D and augmented reality help us better assess the needs and plan restoration measures for cultural heritage sites? Yes, sure. If I may have this slide, thank you very much. Knowledge of what was is of course fundamental for restoration. And with the technologies that you see here today, being able to define that in proper 3 dimensions, both what was the situation before and what has actually happened during the conflict, is extremely important. So what we are able to do, combining both the technology that ICONM has developed and also with the damage assessment that we have been doing as UNOSAT, is that we can, as you see in this slide, which is also will feature in the upcoming report, is able to do a much more detailed assessment of the situation in Aleppo. Doing this in detail, together with archaeologists, with their expert advice, is fundamental for restoration. It is, of course, a tool, as in many other tools. We should not forget, as what also Madam Director General said in the beginning, the technology is helping the cultural heritage. This is not about digitizing, what is physically there and diminishing that value into simply something numeric. It is actually to use the technology to do practical reconstruction on the ground, to preserve also cultural heritage for the future. What I would argue is that augmented reality, as we are presenting it here, is literally showing us a new perspective. It is a realistic view for restoration. It is also an excellent tool for communication. And we would like to show you a quick video on how an app developed by ICONM using a combination of drone footage and of... sorry, if you can run the video, please. Yes. So this app, which we will demo just outside, if you'd like to take a closer look, I would suggest you do. You can really start to appreciate how you go from a 2-dimensional classical map and actually being able to see for yourself in 3D what a heritage site looks like. So you can zoom in on specific details. You can turn around and see from the angle you would like to see yourself. You can look at different view to have a more monotone clay view, or this, like you see here,
or the simple satellite imagery, but literally this pops out from the 2D printout map, and instead of carrying around physical models of the three-dimensional models of, in this case, the Citadel, you can actually do this numerically, and you can see it from many different angles. So I do believe that this is really something to consider for the future. I think it has a huge value. Of course, the next stage in this type of work is also virtual reality, whereas we can put people virtually on the ground and they can see for themselves as in a being there. Not everyone has the chance to visit the beauty of many cultural heritage sites around the world. Also, professionals can be, let's say, teletransported, if you like, onto a site and give their assessment using virtual reality. But this fundamental aspect of using new technologies, using 3D, augmented reality, virtual reality, if you like, this is really to be seen as a tool. It is a support tool, and we are really honored to be able to use this technology in support of the work of UNESCO and all the national governments around the world. So again, I would like to thank you for having the possibility to present here, and I pass the floor again to my colleague. Thank you very much, Einar. Yves, en utilisant ces technologies, vous travaillez en étroite collaboration avec des architectes, des archéologues syriens de la DGAM. Sur le terrain, est-il possible d'allier l'urgence du travail et la formation des équipes qui vous accompagnent? Comment s'établit cette collaboration, s'il vous plaît? Alors oui, non seulement c'est possible d'allier justement la formation et le travail d'urgence, mais c'est aussi souhaitable dans le sens où donc tout le travail que vous avez vu là qu'on vient de présenter sur Alep, c'est un travail qui a été réalisé finalement avec très peu de moyens, puisque ce travail a été complètement financé par notre propre société en fait. Donc il a fallu trouver des moyens très économiques et très rapides d'agir. Et la clé de cette efficacité, finalement, elle tient dans le mot la collaboration, en fait. C'est vraiment un travail collaboratif qui a été fait justement vraiment avec les équipes des spécialistes locaux sur place. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir beaucoup d'efficacité. Alors, l'intérêt, c'est que la technique de documentation 3D, finalement, demande pas tellement d'appareils très sophistiqués comme c'était le cas il y a encore 5 ans ou 10 ans. Avec un simple appareil photo, maintenant, ça devient possible de faire de la documentation 3D au sol. Et donc, on s'est lancé depuis 2013 déjà, justement, sur effectivement des programmes de formation des équipes des archéologues en Syrie. Et alors la formation, ça marche pas forcément très bien quand on fait simplement une session de formation. Ce qui marche vraiment, c'est quand on suit un groupe sur le long terme, Donc depuis 2013, en fait, on vient régulièrement. Là, vous voyez en haut, on est à Damas, en train de former les équipes. Au musée de Damas, on est là à côté à la citadelle de Damas, puis au Crac des Chevaliers, puis à Palmyre. Chaque opération que nous avons fait en Syrie, nous l'avons fait avec les équipes. Et c'est grâce à cet historique-là, c'est le fait d'avoir créé finalement une dynamique entre nous qui développons une technologie et des équipes sur le terrain qui voient finalement à quoi sert cette technologie et qui voient concrètement les résultats de leurs travaux. C'est en créant cette dynamique qu'on a pu avoir justement cette efficacité de relevé en quelques jours, en quelques jours à Alep. Voilà, ça c'est par exemple des documents qu'on distribue en Syrie et en Irak aussi d'ailleurs pour apprendre aux archéologues et aux architectes à prendre des photos dans l'objectif de faire effectivement des relevés qui sont des relevés en 3 dimensions. Et alors, travailler avec, c'est important. Vraiment rendre les gens responsables de leur travail sur le terrain, mais aussi travailler pour. C'est après.
ces données, qui sont des données souvent 3D assez complexes, il faut pouvoir les rendre accessibles, utilisables et efficaces pour les besoins des équipes, les besoins des archéologues, les besoins des architectes. Et donc on a mis au point différentes techniques. Là par exemple, c'est cette plateforme qu'on a mis au point pour Alep, sur lequel on a positionné toutes les images. Et les équipes des archéologues syriens aujourd'hui peuvent avoir accès à toutes ces images. Simplement, donc les images sont spatialisées. En cliquant simplement sur les points rouges, en fait, on peut visualiser facilement image par image pour voir n'importe quel détail, n'importe quel monument, en fait. Et donc la mise en accessibilité de ces données qui sont des données massives, là voilà, on peut passer de la carte à l'image pour voir des détails de cette image, voir effectivement toutes les dégradations une à une, et pouvoir mettre cette masse d'informations facilement à disposition, c'est ce qui a vraiment aussi rendu efficaces ces méthodes et surtout qui les a rendues utiles pour les professionnels qui sont sur le terrain. On a fait de même avec les données 3D elles-mêmes, c'est-à-dire, alors là c'est un autre exemple parce qu'on est en train de construire, ça c'est des données 3D qu'on a fait en Afghanistan, qu'on a rendu accessibles aux archéologues afghans. Et donc l'idée c'est qu'avec effectivement des nouvelles structures de base de données, on peut mettre très facilement à disposition des modèles qui sont énormes, comme vous voyez là, qui sont des milliards et des milliards de points. C'est à la fois une montagne en 3D, c'est-à-dire qui fait plusieurs kilomètres carrés avec tous les détails des chantiers archéologiques. Et ce qui est important, c'est que ces techniques qui sont très évoluées, finalement, à partir d'un simple ordinateur tel que les Syriens ont ou les Afghans ont, on peut naviguer dans ces données, on peut prendre différentes mesures et différents éléments. Donc, travailler avec, déjà, c'est important, et c'est des techniques qu'il faut développer, et travailler pour, c'est effectivement d'autres techniques, des techniques de diffusion. On travaille, donc ça c'est la diffusion des données pour les professionnels de la culture, les professionnels de l'archéologie, mais ces mêmes données, en fait, elles sont tellement riches, tellement photoréalistes d'une certaine manière, qu'on peut aussi s'en servir pour faire de la diffusion, plus pour un grand public. Et c'est notamment effectivement ce qu'on a fait à l'exposition qu'a mentionné Irina Bokova. Hein, et on travaille aussi sur des projets qui vont permettre, grâce à ces données 3D, de reconnecter aussi les réfugiés à leur territoire, parce que souvent les réfugiés aujourd'hui sont déconnectés de leur territoire, de leur culture, de leur histoire. Et voilà, ces nouvelles techniques permettent effectivement de reconnecter les personnes à leur culture et à leur passé. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt principal, qui est d'abord un intérêt technique, scientifique, mais qui est aussi un intérêt purement, disons, culturel. C'est la technique permet aussi de reconnecter les peuples avec leur culture. Thank you so much, Yves. I'm really impressed, and so is our Director General, to bring people more connected to their culture, refugees going to other countries, and so I think it's absolutely critical. But also in terms of technology, I'm very impressed. I'm a geographer by training, and believe me, we didn't have this technology when we studied in the 1970s. Now, I would like to thank all the speakers for their very interesting presentations. We would have now some time for questions. I see the delegate of Lebanon, please. Merci beaucoup. En fait, c'est impressionnant. Vous auriez un logiciel, et ça serait très utile pour le comité du patrimoine mondial, de voir si on est pendant la période de réflexion, de reconstruction, de réhabilitation, on est en train de faire des dérapages, etc., pour les déceler. Allez-y. Oui, justement, je vais en profiter pour montrer des exemples sur lesquels j'étais passé plus vite. En fait, l'intérêt de ces techniques-là, voilà, c'est qu'elles permettent aussi de mesurer l'évolution d'un site, en fait. Et là, donc là, on en a des exemples assez clairs, c'est-à-dire que, par exemple, sur Palmyre, on peut voir précisément le tétrapile avant sa destruction, le tétrapile après. Là, le théâtre, en fait, donc comme on est allé sur le terrain,
terrain quelques jours après que le site est rendu accessible. On a pu faire un relevé 3D du théâtre qui a finalement été détruit. Et donc ça, c'est le relevé qu'on a fait cette année du théâtre après sa destruction. Donc oui, ce qui est important, c'est de pouvoir suivre un site dans le temps, effectivement, et pouvoir mesurer l'évolution de ce site à travers les années, et de voir les phénomènes d'une part de destruction, qui peuvent être des phénomènes tout simplement d'érosion naturelle, mais aussi des phénomènes par exemple de restauration abusive qu'on peut tout à fait contrôler avec ces techniques-là. Et je pense que pour le futur, effectivement, ça va être des techniques qui vont devenir qui doivent être généralisées pour justement avoir une lecture beaucoup plus claire de ce qui se passe sur les sites archéologiques à travers les années. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La Pologne, s'il vous plaît, Madame la Ministre. Thank you very much. I would like to ask you about the campaign for Aleppo and for rebuilding Aleppo. Of course, that the techniques and technology are very, very important. And as you know, we rebuilt Warsaw, so we have such an experience. But on the other hand, it's very difficult to communicate with the international public opinion and to tell only about architecture, because Aleppo is architecture, but on the other side is people as well. And I would like to say that because of that, because we want to make more solidarity on the international level, we organize charity and fundraiser inside of conference center and outside in Krakow. And I would like to ask you how you perceive the question of help for Aleppo, if you include also as UNESCO the question of inhabitants, of people. Absolutely, Madam Minister. For us, this is absolutely crucial because Aleppo is a living city and it's one of the priorities for UNESCO now because people want to go back. So we need to also ensure that the living conditions are okay while recuperating the heritage. For example, you have seen pictures from the Souk. There are a lot of cultural heritage elements there. We need to look through it, and we have just had a major meeting on Aleppo where we try to coordinate because there are many, many different actors. It's not only UNESCO, it's all our partners involved on the ground. But maybe my deputy director who was at the meeting, or Nada, you would like to add something? Oui, merci Mechtilde. Madame la ministre, je voulais vous dire que nous allons examiner I can speak in English. No, we will examine tomorrow the state of conservation of Aleppo. Indeed, the idea is that planning for the reconstruction of the city starts with the people, and that we talk about recovery instead of talking about reconstruction, recovery being inclusive of humanitarian concerns. And this is the starting point for our rehabilitation projects in Aleppo. We have insisted on this in the State of Conservation report and the decision that you will be examining tomorrow. Thank you. Thank you very much. Croatia, please. Just some technical question about this surveying technology in a view of way forward in the restoration of the sites. As we know, restoration architects use much more and familiar with AutoCAD, for example, vector technology. How much is this compatible with softwares? So this kind of work is totally compatible with AutoCAD software or something like that. Mm-hmm. I mean, this is a 3D model. So you can turn the 3D model into a section, into a map, also you can import it directly in architecture software and so on, and you can use it. And right now there is an architect in Syria who are using this
just to make the survey in an architectural and archaeological manner. So thank you very much. I don't see any other questions, but please, our colleagues from our partners are available if you have any specific technical questions, or you continue. I see the ambassador of Iraq. Please excuse the Director General and myself. We leave for the press conference, but you continue, and Nada will also be here to answer any questions. Thank you. Please. Yes. Thank you very much. It is a very good new technology, which is really in rehabilitating the destructions and the damages in the archaeological sites. It is a call for UNESCO to arrange a workshop or organize such workshops for the experts and technicians in Iraq to be helpful for them to use this technique in rehabilitating the damages in the archaeological sites in Mosul city. Thank you very much. Mr. Ambassador, the Office of UNESCO in Iraq is contracting Ecolem exactly to work on archaeological sites, and this collaboration will be extended also. This is Nimrud, for example. It's a work we did in Iraq with UNESCO, and this is a survey we did in Nimrud before the destruction of the ziggurat. You can see on the picture, and this is after. So we keep a memory. We kept the memory of this site before some destruction, and so that is a kind of work we try also to develop in Iraq with the UNESCO office there. I don't see anyone else. Libya, please, Mr. Welda. Hi. It's just a short query. Is it possible to use your system in vast areas like the Akakos, where there's a lot of rock paintings and it's very difficult to document and to follow up the damages? I mean, it is a vast area. I don't know if Ubelman is familiar with the Akakos World Heritage Site. It's a rock art site, so from the air with satellite images, it's not possible to document it. But I believe that with drones, maybe Yves, you can answer. Yes, it's totally possible. With the drone, it's possible to survey everything, because you can, with a good pilot, put the drone in the good position to take picture, and so it's open a very large perspective about survey, and when we have a new problems and new issue, we can solve it with this kind of technique, yes. Thank you, Yves. And I have to underline to the representative of Libya that UNOSAT has surveyed the World Heritage Sites in Libya, comparing before and after the conflict, in particular to monitor the illegal constructions. And this will be reported upon tomorrow in the State of Conservation reports on Libya. Thank you. Very much. Any other questions? No other questions? Okay, I wish you a good lunch. You still have some time to enjoy your lunch. Thank you very much for being with us. Thanks.